Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici, je vais vous faire une confidence. J'ai cru que je ne viendrais pas et Irena a failli passer sur scène puisque je crains que j'ai un problème cardiaque. Donc j'étais à l'hôpital hier à Paris, je peux vous dire que je n'étais pas très heureux. Donc si jamais il arrive un problème, mes documents se trouvent dans mon sac et n'oubliez pas d'appeler les urgences le plus vite possible. Et j'ai l'électrocardiogramme dans mon sac également. Mais je suis certain que ça va aller. Donc désolé pour ce retard, moi je voudrais, Joël, désolé de ne pas t'avoir écouté, mais voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont. Moi je vais aborder la question de la transmission de la mémoire de la Shoah, puisque cette transmission, j'aimerais bien avec vous identifier 4 grands enjeux, vous allez le voir. La transmission est en effet un acte fondamental à plus d'un titre. Transmettre, c'est d'abord faire connaître. Dans cette perspective, on cherche à faire état, à faire connaître aux autres. La transmission est un acte qui est relationnel. Elle ne prend finalement sa forme que par la prise de connaissance par une ou plusieurs autres personnes de ce qu'un témoin, mais maintenant un parent ou un professeur, a vu et ou entendu. D'une manière fondamentale, la transmission fait de chacun de nous un maillon d'une chaîne indéfinie, reliant le passé, le présent et le futur. Autrement dit, la transmission est un acte qui est éminemment collectif, et l'enseignement de la Shoah n'y fait pas exception. Avec la disparition des témoins, je vais y revenir, nous faisons face à de nouveaux modes de transmission de la Shoah, et je voudrais soulever les défis que ces nouveaux modes entraînent, depuis nos classes jusqu'au ministère, en passant par le Conseil de transmission de la mémoire. Alors en fédération, Wallonie-Bruxelles, avec l'adoption du décret relatif à la transmission de la mémoire en 2009, la fédération s'est justement inscrite dans un travail d'histoire et de mémoire. Par la reconnaissance et le soutien financier des écoles et des associations sans but lucratif, vous le savez, soutien important sur des projets qui sont en lien avec le décret. Je voudrais à nouveau attirer votre attention puisque nous examinons 2 fois par an l'ensemble des projets. Il y a 3 types de projets dans les appels à projets qui sont lancés. Ceux qui visent à valoriser, à recueillir, valoriser, exploiter, préserver des témoignages en lien avec le décret. Ceux qui visent à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants. Et ceux qui visent tout autre projet qui ne sont pas couverts par les 2 autres que je viens de citer. C'est important de choisir la bonne case, puisque comme les projets sont de plus en plus nombreux, on estime qu'un demandeur qui se trompe de case voit sa demande traitée comme étant irrecevable, tout simplement. Donc n'hésitez pas, vous savez que la cellule de coordination pédagogique est présente, et elle est là pour vous aider. Mais si on poursuit, finalement, dans la succession des périodes qui ont vu les différentes transmissions de cette mémoire de la Shoah, et là je reviens notamment sur le rôle des témoins avec Annette Miviorka, on a vu qu'on était à l'ère du témoin, avec maintenant la disparition de ces témoins, une nouvelle question se pose, c'est comment cette mémoire va-t-elle se transmettre ? Comment, autrement dit, articuler l'enseignement de la Shoah avec la disparition des témoins, autrement dit, comment faire sans eux ? C'est bien cette réponse qui, à mon sens, permet de soulever 4 enjeux que je vais identifier avec vous, qui ne sont pas des réponses définitives, loin de là, ce ne sont pas des réponses toutes prêtes que je vous offre, mais qui, à mon sens, doivent nous permettre de poursuivre le travail, notamment dans le cadre du décret mémoire. Premier enjeu, la médiatisation de la mémoire de la Shoah. Je ne vais pas revenir sur la distinction entre mémoire et histoire. J'attirerai juste votre attention sur le fait que, bien que la distinction soit claire, c'est loin d'être si clair que cela. Et là, j'en veux pour preuve les écrits de Paul Ricoeur qui nous ont bien montré que finalement, le seul élément qui nous permet d'avoir la certitude qu'un événement s'est bien passé, c'est de se fonder sur un témoignage. Un témoignage qui, par essence même, est subjectif. Autrement dit, comme il le disait lui-même, nous n'avons pas mieux que le témoignage en dernière analyse pour nous assurer que quelque chose s'est passé, à quoi quelqu'un atteste avoir assisté en personne. Ce qui pose quand même question, parce que toute la discipline historique, qui est une discipline scientifique, en fait se fonde sur des témoignages qui sont éminemment subjectifs. Au cœur du témoignage, il y a donc cette subjectivité qu'on peut qualifier d'interpersonnelle, car cette subjectivité, elle constitue un filtre par lequel les événements ont été vécus, sont tamisés, et ces filtres ne cessent de se reconfigurer en fonction de nos interactions sociales et politiques. La disparition des témoins va ajouter un ou plusieurs filtres supplémentaires aux subjectivités interpersonnelles.
nous pouvons constater en effet qu'avec cette disparition, on va définitivement basculer, et on a déjà basculé dans ce régime de ce qu'on a appelé la post-mémoire. Post-mémoire qui est cette mémoire transmise par des personnes qui n'ont pas vécu les faits, qui n'ont pas ressenti, qui n'ont pas partagé ces événements historiques. Autrement dit, la disparition des témoins va soulever deux enjeux majeurs en ce qui concerne la transmission de la mémoire de la Shoah. Premier enjeu que je vois, la mémoire de la Shoah est le terrain de confrontation des imaginaires, où l'affirmation des singularités, surtout en ces temps d'individualisme exacerbé, brouille la lisibilité des témoignages. Deuxième enjeu, nous devons plus que jamais accepter que l'accès aux événements relatifs aux crimes qui sont couverts par le décret va se faire par un nombre sans cesse multiplié d'intermédiaires, augmentant consécutivement les filtres, les couches successives de transmission. Autrement dit, la post-mémoire interroge directement la primauté du témoignage et permet consécutivement de désacraliser celui-ci. C'est le deuxième enjeu que je voudrais aborder avec vous, la désacralisation du témoignage. Alors pour aborder ce point, je voudrais, peut-être que Kotek s'en souvient, je l'ai peut-être déjà raconté, cette histoire qui m'est arrivée le 17 et 18 septembre 2011. J'interviens alors dans le 6e colloque de la transmission de la mémoire organisé à Lacaune par Jacques et Igal Fijalkov, et mon intervention portait sur cette fameuse déception que les jeunes Belges avaient exprimée lors de la visite des camps de concentration et d'extermination. J'avais simplement montré que cette déception était alimentée par premièrement, un imaginaire spécifique. Les jeunes investissaient la mémoire avec leur propre imaginaire spécifique des camps alimenté par le récit des témoins, imaginaire qu'ils ne retrouvaient pas sur place. Cette déception s'expliquait deuxièmement par un décalage visuel entre les images et la réalité des lieux, et puis troisièmement par la dimension trop muséale des lieux. Alors je m'étais évidemment fait remettre en place par le directeur du musée d'État d'Auschwitz, Piotr Siwiński, mais ça passait encore. J'avais surtout été longuement interpellé par une rescapée qui m'avait alors accusé d'une forme de falsification de l'histoire. Pourtant, je ne faisais en fait que reprendre ce que des jeunes avaient pu dire sur la base de données récoltées à partir d'un protocole scientifique. Cet événement pourrait paraître anodin, pourtant il traduit selon moi un enjeu majeur qui n'a cessé de se poser durant l'ère du témoin, avant que les témoins ne viennent à disparaître. C'est celui finalement de la sacralisation de la figure et de la parole du témoin, accueillis souvent comme des héros, comme des détenteurs de la vérité dans les classes. En 2009, Dominique Borne et Benoît Falaise écrivaient déjà dans un ouvrage ceci, qu'il fallait faire attention à cette sacralisation finalement du témoignage à l'école, puisqu'ils y voyaient un certain moralisme de bon compte fait de manichéisme. Dans le cadre des multiples visites de camps de concentration et d'extermination que je réalise annuellement, j'ai très régulièrement eu la chance, et j'insiste, c'est une chance, d'être accompagné par des rescapés. Plus les années passaient, plus j'étais finalement profondément mal à l'aise pour deux raisons. D'une part, j'assistais aux discours concurrentiels tenus par les rescapés, lorsqu'ils étaient réunis ensemble pour parler de leur parcours. Deuxièmement, j'avais parfois été marqué par des propos discriminatoires tenus par certains rescapés, et je ne savais que faire, que dire. De toute façon, je n'avais pas envie de les interpeller, parce que ça ne me semblait pas être le lieu pour le faire. La donne, désormais, elle change. Il ne s'agit pas ici de faire le procès des témoins, parce que, comme je dis, moi j'ai eu cette chance de les voir à plusieurs reprises. Ce procès serait de toute façon vain, inutile, je ne vois pas l'intérêt, mais il est possible que la parole de ces témoins soit progressivement désacralisée. Si c'est le cas, il n'est pas exclu que le témoignage s'inscrive dans un processus d'oubli. La désacralisation du témoignage va en effet déplacer celui-ci de son piédestal. D'autres sources vont désormais être mobilisées par les enseignants, notamment pour transmettre l'histoire de la mémoire de certains crimes de génocide, de certains crimes contre l'humanité et de certains crimes de guerre. Dans cette multiplicité de sources à la disposition des enseignants, par exemple, il est possible que certains témoignages passent à la trappe, mais il ne faut pas négliger, à mon sens, les apports de l'oubli, qui peut se révéler étonnamment indispensable à la transmission des faits passés. En effet, l'oubli peut avoir trois fonctions. Première fonction, c'est de garantir une ouverture possible à la nouveauté. Si la mémoire permet de transmettre des faits passés, l'oubli permet de rompre la transmission. Elle permet d'avoir une interruption, une fracture ou encore un blanc. Deuxièmement, l'oubli peut constituer un moyen de sauvegarde.
Si la mémoire permet de faire remonter les sentiments, l'oubli est un espace de refuge, il protège. L'oubli peut à cet égard être une des conditions pour mettre en œuvre le processus de réconciliation. L'oubli permet d'éviter en effet le déballage sans fin de rancœurs et mettre un terme aux ressentiments que des individus ou des groupes d'individus peuvent avoir entre eux. C'est un moyen de sauvegarde. Enfin, l'oubli, troisièmement, peut agir comme gage de vérité. Il rend le passé immuable et révèle la mémoire à partir de laquelle les leçons du passé sont tirées. Autrement dit, oublier ou faire oublier un événement passé le rend incontestablement présent, existant, permettant de travailler à son évaluation. Comme l'illustre très bien la manière dont les manouches, ces gitans itinérants d'Auvergne et du Limousin, ne parlent pas de leur mort. En oubliant leur mort, les manouches rendent le passé des défunts immuable, ils le gardent intact, l'oubli est selon eux un gage d'authenticité, personne ne pourra travestir la mémoire de leurs défunts. L'oubli permet donc de travailler le témoignage et la transmission de la mémoire comme une opportunité pour prendre de nouvelles directions, comme une condition de liberté ou comme un gage d'authenticité. Mais, troisième enjeu que je voudrais aborder avec vous, celui de la responsabilisation pour autrui. Cela dit, la communauté française n'a pas inscrit finalement la transmission de la mémoire dans cette perspective depuis 1994, dans sa démarche mémorielle, avec la campagne Démocratie ou barbarie, en référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et avec l'installation de la cellule de coordination pédagogique. Cette cellule est née d'une réflexion croisée sur le 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps et la résurgence du vote en faveur de l'extrême droite. Elle s'est en outre développée dans le contexte du génocide des Tutsis au Rwanda et des événements en ex-Yougoslavie. Ainsi, depuis l'origine, la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté une approche mémorielle inclusive. En effet, il a toujours été question d'aborder l'ensemble des thématiques relatives aux atrocités criminelles de l'époque contemporaine. Face aux changements et aux nouveaux défis posés à nos démocraties, il semblait indispensable à la communauté française, devenue Fédération Wallonie-Bruxelles, d'insister sur la nécessité du choix. Choix parce que jamais rien n'est acquis définitivement. L'alternative entre démocratie ou barbarie demeure l'un des défis majeurs de ce siècle. Elle s'énonce en termes de responsabilité, dans le sens où Emmanuel Lévinas l'entend, c'est-à-dire que le sujet est responsable de la responsabilité de l'autre. La responsabilité lévinassienne est une responsabilité pour autrui, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de répondre de soi devant autrui, mais plus fondamentalement de répondre devant l'autre des fautes et des souffrances de l'autre. L'individu s'engage efficacement s'il se perçoit que la réalité de la citoyenneté comporte non seulement des droits, mais aussi des réalités, mais aussi la réalité de responsabilité. C'est bien par l'acte de choisir que le jeune va devenir pleinement citoyen. Il importe de conduire les jeunes à une réflexion personnelle, confrontant leurs propres valeurs à l'un des défis majeurs du temps présent, à savoir le choix de l'humanité et de la citoyenneté contre les dérives de la peur, de l'exclusion ou du rejet de l'autre, afin qu'ils soient, ces jeunes, pleinement lucides de leur engagement. Outre l'importance de la responsabilité pour autrui, induite par la démarche mémorielle démocratie ou barbarie, dont on retrouve les traces dans le décret mémoire, évidemment, un enjeu supplémentaire me semble complexifier la donne en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la virtualisation de la mémoire de la Shoah. Quatrième enjeu donc, cette virtualisation. Les outils numériques vont en effet nous offrir une chance unique de nouer des interactions humaines, à la condition de ne pas en faire de puissants vecteurs d'individualisme. Un exemple. Nous sommes en janvier 2018. Deux comédiennes, Reggie et Sig, réalisent une courte vidéo satirique hip-hop dans laquelle elles incarnent deux adolescentes qui visitent les camps d'Auschwitz-Birkenau dans le cadre d'un voyage mémoriel israélien qui est organisé en Pologne. Elles mâchent des chewing-gums, portent du rouge à lèvres et des lunettes de soleil. Elles parlent des camps dans un argot de jeunesse, je les cite, « Voilà, Auschwitz c'est une chose »,« Auschwitz c'est un rêve devenu réalité » ou encore « C'est tellement cool qu'on soit venu ici, c'est tellement important ». Lorsqu'elles arrivent devant la pile des chaussures des victimes exposées, l'une déclare qu'elle doit prendre une photographie pour un membre de sa famille. Son ami répond alors « Allez ma sœur, c'est l'heure du selfie ». Cette vidéo de ces deux individus a suscité la colère, posant la question de la place des selfies dans un lieu de mémoire. Un des premiers selfies date déjà d'il y a plus de 10 ans.
C'était en juin 2014, un peu moins de 10 ans, pardon, c'était celui de Brenna Mitchell, qui avait été déposé sur son compte Twitter. À l'époque, 6000 messages haineux avaient été envoyés à son auteur. Depuis lors, on ne compte plus les selfies sur les camps, notamment de jeunes qui jouent aux équilibristes sur les rails du camp de Birkenau. Les selfies sont une illustration du règne de l'individualisme et du narcissisme. Comment combiner finalement ce mode de photographie avec la transmission de la mémoire? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît et questionne en fait la place de la photographie, qui, pour reprendre l'idée de Roland Barthes, rend le passé aussi certain que le présent et qui fige le temps et crée une certitude sur le passé. Je le cite. La photographie répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement. En elle, l'événement ne se dépasse jamais vers autre chose, elle ramène toujours le corpus dont j'ai besoin au corps que je vois. Il semble donc que l'importance des selfies et de leur critique démontre qu'en l'absence de survivants pour accompagner les visiteurs sur les sites des camps, la nécessité d'un visage visible et d'un corps semblable au nôtre pour arbitrer une relation empathique avec la Shoah soit essentielle. Les outils numériques offrent surtout des possibilités infinies pour certains rêveurs de rendre éternellement vivante la mémoire de la Shoah. Steven Spielberg l'a déjà bien compris depuis 1994 avec sa fondation. Les milliers d'heures de témoignages récoltés ont ouvert un nouveau champ disciplinaire, ce qu'on appelait les Digital Genocide Studies, qui examine la manière dont les données et les grands ensembles de données, ces big data, comprenant les témoignages numérisés, peuvent être utilisés pour trouver des modèles dans le domaine de la violence de masse et de la résistance. La comparaison des témoignages, leur croisement, l'étude des mots, des syntaxes, entre autres, ouvre certainement la voie à de nouvelles données scientifiques. Toutefois, ce nouveau champ disciplinaire soulève un enjeu majeur, celui de l'utilisation des algorithmes pour analyser les grands ensembles de données. Si l'algorithme renvoie à un ensemble d'instructions ou de règles de programmation informatique, il n'empêche que notre humanité est en train de concevoir une intelligence artificielle particulièrement opaque quant à sa manière de procéder. Autrement dit, il n'est pas exclu à terme que cette intelligence artificielle minorise certains faits en valorisant d'autres, mais il n'y a peut-être là finalement rien de nouveau si on songe aux débats qui ont fait rage en termes de concurrence, voire de guerre des mémoires, durant les années 2000. Plus fondamentalement, compte tenu de notre préoccupation de ce jour, c'est véritablement la possibilité de rendre perpétuellement réelles les conditions de transmission du témoignage qui méritent d'être questionnées. En effet, nous pourrons désormais ne plus avoir aucune difficulté à faire revenir Paul Sobol à côté de moi, Jacques Rottenbach ou encore Henri Kischka, là, maintenant, sous nos yeux, à travers des hologrammes. À cet égard, le projet mené par la fondation USC Shoah Foundation rassemble des témoignages de survivants en enregistrant leurs récits dans un environnement avec un écran vert, de manière à pouvoir réutiliser leur corps en 3D pour les numériser. À terme, cela doit permettre au public de pouvoir interagir avec ces futurs hologrammes, en posant n'importe quelle question en lien avec l'histoire des survivants. Autrement dit, la virtualisation de la mémoire de la Shoah offre de nouvelles possibilités en termes de mémoire collaborative, cette fois-ci. Les publics deviennent des participants essentiels de la production, de la transmission de la mémoire, puisqu'ils vont poser des questions à l'intelligence artificielle qui ira chercher les réponses en fonction des questions qui sont posées. Une manière plus minimaliste d'envisager la virtualisation de la mémoire consiste à utiliser la réalité augmentée lors des visites de certains camps, comme c'est le cas à Bergen-Belsen, en immergeant le visiteur dans un espace virtuel à partir de structures détruites du camp. À nouveau, les visiteurs sont invités à négocier une relation avec l'espace dans lequel ils se trouvent et à utiliser leur corps comme instrument pour médiatiser la mémoire de la Shoah. Autrement dit, c'est par leur corps et leur interprétation de la réalité augmentée que la mémoire de la Shoah va se transmettre. Il n'y a peut-être à nouveau finalement là rien de neuf quant à l'investissement subjectif des visiteurs dans le processus de transmission de la mémoire, comme le prouvaient déjà les discours des jeunes que je récoltais en 2010, notamment ces discours de jeunes qui regrettaient, lorsqu'ils avaient visité certains camps, de ne pas avoir vu les griffes faites par les victimes sur les murs de la chambre à gaz d'Auschwitz I. La virtualisation de la mémoire soulève finalement une question majeure. Souhaitons-nous constamment rendre vivante cette mémoire ? Les sociétés humaines qui se sont succédées à travers l'histoire ont toujours été liées entre elles par une succession de générations dont il ne reste finalement qu'une certaine écume. Milan Kundera n'hésite d'ailleurs pas à écrire que l'histoire, je le cite, n'est plus que le grêle filin
du souvenu au-dessus de l'océan de l'oublié. Cette écume ou ce grêle filin nous rappelle les obligations auxquelles nous sommes tenus par rapport aux générations qui nous précèdent et celles qui nous succèdent. Chaque génération est le maillon d'une chaîne indéfinie qui nous permet de vivre ensemble en oubliant certaines choses et en s'en rappelant d'autres. La virtualisation de la mémoire de la Shoah ne rompt-elle pas avec cette chaîne, dans la mesure où il y aura une accumulation boulimique des données qui est désormais possible? Le stockage des big data et la possibilité de rendre constamment réel ce qui est devenu ou est irréel est source de potentielle hypertrophie mémorielle, déclinaison d'une hypertrophie du moi, qui ne garantit pas nécessairement le vivre ensemble. En effet, cette hypertrophie risque d'entraîner une forme de hiérarchisation des événements passés. Certains événements mieux documentés, davantage rendus vivants, finiront par en occulter d'autres et nous tomberons irrémédiablement dans le piège de l'unicité de certains faits historiques. Dans cette perspective, le décret relatif à la transmission de la mémoire offre toujours, de manière annuelle, la possibilité d'explorer des thématiques qui ne sont pas prioritairement choisies par les acteurs de terrain lors des appels à projets annuels. En effet, des appels à projets extraordinaires sont lancés sur des thèmes précis, comme c'est le cas avec l'actuel appel à projet en lien avec la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Je conclus. Au final, les 4 enjeux que j'ai identifiés en ce qui concerne la transmission de la Shoah, la mémoire de la Shoah, la médiatisation, la désacralisation, la responsabilisation pour autrui et la virtualisation, laissent entrevoir une question plus fondamentale qui est celle de la place, du rôle et des conséquences des politiques publiques mémorielles, comme celle poursuivie par le décret mémoire, en termes de vivre ensemble. Chaque mémoire conserve sa singularité dans le temps et dans l'espace. La nécessaire mise en perspective historique ne doit pas gommer les différences. L'histoire n'est jamais tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais elle est stérile si elle ne permet pas de faire, en connaissance de cause, des choix responsables. La Fédération Wallonie-Bruxelles a donc bien pris ce pari de ne pas entendre cet engagement en faveur d'une démarche mémorielle comme la fixation d'une quelconque vérité historique d'État. Et ça, je voudrais insister une fois de plus sur ce point, parce que, en tant que président du Conseil de transmission de la mémoire, je dois bien dire que, de ce point de vue-là, il n'y a pas une volonté politique d'imposer une mémoire officielle. Au contraire, les relations avec les différentes autorités politiques depuis mon entrée en fonction montrent à quel point les autorités sont sensibles à ce que les projets viennent bien des acteurs de la société civile, des acteurs associatifs ou encore des écoles. Au contraire, grâce à ce décret mémoire, on a conçu un travail de mémoire qui vise à un questionnement critique de la part des jeunes concernant les heures les plus sombres de notre histoire de l'humanité pour construire une citoyenneté engagée et vigilante. Dans cette perspective, la transmission de la mémoire de la Shoah va encore connaître de nombreux défis à travers, je prends 3 exemples, les recherches scientifiques qui s'ouvrent aux mémoires des autres espaces géographiques en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, à travers les recherches qui s'ouvrent en termes d'études décoloniales, ou encore à travers les recherches qui s'ouvrent en termes de mémoire culturelle, entre autres. Si nous sommes réunis ce jour, c'est bien pour favoriser les synergies entre plusieurs acteurs piliers de la politique en matière d'histoire et de mémoire, le monde scolaire, le monde académique et la société civile. Surtout, si nous sommes réunis ce jour, c'est aussi et surtout pour agir dans le présent. Car, comme l'a bien écrit François Hartog, je le cite, « Quant à l'histoire, qu'elle soit celle du présent ou d'autres périodes, il lui revient de s'assumer comme une histoire au présent. » Je vous remercie.